Il y a maintenant plus de 6 ans, l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo au monde prenait une décision que personne n'aurait imaginée. Après avoir refusé les parcs d'attractions pendant plus de 30 ans, Nintendo allait enfin franchir le pas. En s'associant à Universal, la firme japonaise allait fusionner deux univers qui semblaient pourtant incompatibles, les jeux vidéo et les parcs d'attractions. Nous allons voir comment nous sommes passés de la simple idée à la création du mastodonte japonais qui s'impose maintenant partout dans le monde. Bienvenue à Super Nintendo World. Pour bien comprendre pourquoi Super Nintendo World est un événement historique, je vous invite à remonter bien avant l'apparition de leur plombier moustachu. Nous voilà alors en 1889, Nintendo est fondé à Kyoto, comme fabricant de cartes à jouer japonais appelé Hanafuda. Pendant plusieurs décennies, l'entreprise explore de nombreux secteurs avant de se réinventer dans les jouets électroniques durant les années 70. Puis arrive 1981. Cette année-là, Nintendo lance Donkey Kong, une borne d'arcade qui présente un certain Jumpman, un personnage qui deviendra quelques années plus tard l'une des mascottes les plus connues de la planète. Et oui, je parle bien évidemment de Mario. Créé par Shigeru Miyamoto, Mario devient rapidement le nouveau visage de la compagnie. De Mario Bros à Super Mario World, ses aventures vont marquer toute une génération de joueurs. Et bien évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis que Mario reste encore une licence majeure même 40 ans plus tard, débarquant même au cinéma pour le plaisir des plus grands fans. Mais revenons un petit peu en arrière. Très protecteur envers son œuvre, Miyamoto refuse alors presque toutes les propositions. Films, séries, produits dérivés, et bien sûr parcs d'attractions. Tout cela afin de garder un contrôle total sur son univers et ses différents personnages. Enfin, presque toutes, car Mario avait déjà posé un pied dans un parc d'attractions bien avant Universal. En 1996, afin de promouvoir la sortie de la Nintendo 64, et du jeu révolutionnaire Super Mario 64, la firme s'associe au parc Reino Aventura, au Mexique, aujourd'hui devenu Six Flags Mexico. Mais alors, pourquoi ce parc? En réalité, Nintendo n'a pas confié sa licence au parc, le contexte aide énormément. Le Mexique se trouvait être un marché extrêmement important pour la firme japonaise. Il y avait même une émission télévisée, appelée Nintendo Mania, qui était vraiment un phénomène culturel là-bas. Mais ici, il n'y avait pas de land immersif, juste une attraction, la Casa de Mario. C'était une réplique du château de Peach, si l'intérieur du château ne contenait que de simples bornes d'arcade, qui n'étaient même pas toutes de chez Nintendo d'ailleurs. La Casa de Mario proposait un parcours thématique à choix multiples à travers l'histoire de la marque. Le foyer reprenait le premier étage du Super Mario 64 avec ses portes étoilées, ses pièces de monnaie et ses bob-ombs. Et chaque porte menait à une zone, une pièce Donkey Kong 64 avec des bananes pendues au plafond, une salle Tetris, une section de combat, une salle de sous-marin et même un tunnel rotatif. Après avoir croisé Bowser dans un tunnel enflammé, les visiteurs empruntaient un toboggan en forme de tuyau vert pour atterrir dans une immense boutique équipée de 40 bornes de démo de la Nintendo 64. Mais l'attraction a fermé et l'espace a été transformé en arène de combat de pirates, après le rachat par Six Flags en 99. Et maintenant nous voilà 10 ans plus tard. Après avoir enchaîné succès sur succès, Nintendo entre en crise financière. Au début des années 2010, la firme japonaise sort d'un échec commercial, la console Wii U, qui s'est vendue 10 fois moins que la précédente Wii, qui elle était un vrai succès mondial. Ajoutant à cela la montée fulgurante des jeux sur smartphone, pour Nintendo, l'or n'est vraiment plus à la fête. Mais pour survivre, il ruse et s'associe à la société Dena pour envahir les smartphones. Nintendo s'ouvre alors progressivement au marché mobile avec plusieurs projets comme Animal Crossing Pocket Camp ou Mario Kart Tour. Puis aussi un autre jeu qui vous dira certainement quelque chose, Pokémon Go, développé par Niantic. Son succès montre à Nintendo qu'il existe désormais un immense public en dehors des consoles traditionnelles. C'est ce choix précis qui va changer leur vision. Ils comprennent alors que pour continuer à survivre, ils doivent vivre avec leur époque et ouvrir leur licence à d'autres. Quand soudainement, un certain studio vient toquer à leur porte. Passons du côté de Universal Studios, implanté en Floride à quelques kilomètres du géant Disney World, et afin de le concurrencer, Universal essaye d'acquérir plusieurs licences pour rassembler le plus de fans possible. Pendant que Nintendo entre dans sa grande crise, Universal lui vient d'acquérir les droits pour Harry Potter. Un énorme coup de poker pour concurrencer Disney World. En écoutant toutes les conditions imposées par J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter, Universal arrive à faire un land énormément immersif pour 500 millions de dollars. Et le succès est immédiat. En seulement un an, la fréquentation explose. Universal découvre qu'un land entièrement immersif basé sur une licence forte peut rivaliser avec Disney. Mais malheureusement, la souris contre-attaque. Le géant rachète Marvel, puis Lucasfilm, puis développe Pandora, The World of Avatar. Une véritable guerre des licences commence. Universal a besoin d'une arme capable de rivaliser avec Star Wars et Marvel. Nintendo a besoin d'un nouveau départ.
C'est alors qu'en 2014, dû à son succès aux États-Unis, le land d'Harry Potter arrive à Universal Studios Japan. Afin de continuer à concurrencer Disney World, Universal prend contact avec Nintendo, leur présentant leur nouveau land d'Harry Potter chez eux, au Japon. Comme pour montrer qu'ils avaient respecté chaque condition imposée par J.K. Rowling, qui protège son œuvre tout comme Miyamoto. Et ça fonctionne, c'est ok, ils ont le feu vert, mais à une seule condition, que le land ouvre chez eux, au Japon. Nous voilà alors en mai 2015, Universal signe un partenariat historique avec Nintendo. Internet explose. Pendant des années, les fans rêvent d'un land sur Zelda, d'une attraction Pokémon ou d'un Mario Kart grandeur nature, mais Universal ne montre rien. Le projet devient l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie. Universal finance et exploite, et Nintendo conserve un droit créatif absolu. L'investissement de départ est massif, plus de 60 milliards de yens, environ 500 millions d'euros. Le chantier démarre officiellement en juin 2017. C'est un défi de taille, Universal fait face à un problème gigantesque. Comment adapter Mario ? Contrairement à Harry Potter ou Star Wars, Mario ne possède même pas encore le film qui explosera plus tard le box-office. Pas de chronologie précise, pas de ville emblématique, seulement des tuyaux, des blocs flottants et des champignons géants. Universal prend la décision de reproduire une sensation plutôt qu'un récit, faire croire aux visiteurs qu'il est entré à l'intérieur d'un jeu vidéo. C'est cette philosophie qui guidera tout le projet. Après le projet d'adaptation vient un autre problème, l'espace. Pour installer le royaume champignon dans le micro-espace disponible à Osaka, les ingénieurs créent un land sur 2 niveaux superposés. L'immersion visuelle et sonore est pensée pour couper totalement le visiteur du reste du monde. L'entrée dans le land se fait par un immense tuyau vert, et à l'intérieur, l'ambiance sonore du parc s'efface pour laisser place au bruitage et musique rétro. On débouche alors directement à l'intérieur du château de la princesse Peach, où les tableaux accrochés au mur s'animent en changeant de visuel selon l'angle où on les regarde. En sortant du château, le visiteur fait face au Mushroom Kingdom. Des blocs clignotent, des pièces géantes tournent et des Goombas patrouillent en rythme. Afin de transformer le land en un véritable jeu vidéo vivant, Universal introduit les Power Up Bands, vendus à 23 € environ. Ce sont des bracelets connectés, identiques aux figurines Amiibo de Nintendo. Là où Universal fait fort, le bracelet n'est pas perdu après le voyage. Il peut être scanné sur Nintendo Switch pour débloquer du contenu. À son lancement, on y trouvait 6 personnages, Mario, Luigi, Peach, Daisy, Todd et Yoshi, rejoint plus tard par Donkey Kong. On rappelle quand même que c'est grâce à lui que Mario existe. Ces bracelets sont synchronisés avec l'application mobile d'Universal. Ils permettent de frapper les blocs physiques pour accumuler des pièces de monnaie virtuelle. Il crée alors le défi des clés. Le land dissimule des mini-jeux physiques. Quand un visiteur réussit un défi, il récolte une clé électronique. Une fois 3 clés en main, il obtient l'accès au boss final, Bowser Jr. Pour la première fois, Universal ne demande plus simplement aux visiteurs de regarder une attraction, il leur demande de jouer. Nous ne sommes plus vraiment dans un parc, nous sommes à l'intérieur d'un jeu vidéo. Après plus de 5 ans de développement, le royaume champignon est enfin prêt. Les attractions fonctionnent, les restaurants sont terminés, les boutiques débordent déjà de produits dérivés. Et Universal tient enfin son nouveau joyau. Tout semble parfaitement aligné, l'ouverture est prévue pour l'été 2020, en même temps que les Jeux Olympiques de Tokyo. Des millions de touristes du monde entier sont attendus au Japon, et Super Nintendo World pourrait profiter d'une visibilité exceptionnelle. Pour Universal, c'est tout simplement le scénario rêvé. Mais comme vous le savez sûrement, l'année 2020 ne va ressembler à aucune autre. Le Covid-19 frappe la planète entière. Les frontières ferment, les voyages sont annulés et les parcs d'attractions sont contraints de fermer leurs portes. Et Universal Studios Japan n'échappe pas à la règle et le projet Nintendo prend immédiatement du retard. Une première date d'ouverture est abandonnée, puis une seconde. Alors que Super Nintendo World est prêt à accueillir ses premiers visiteurs, personne ne sait réellement quand il pourra ouvrir. Finalement, le 18 mars 2021, Super Nintendo World ouvre enfin ses portes. Après des mois d'attente, le rêve devient réalité. Pourtant, cette ouverture ressemble davantage à une victoire à moitié célébrée. Les frontières japonaises restent fermées aux visiteurs internationaux et les jauges de fréquentation sont fortement réduites. Le land le plus attendu de la planète à ce moment-là ouvre dans des conditions totalement inédites. Et comme si cela ne suffisait pas, moins d'un mois après son inauguration, Universal Studios Japan doit fermer de nouveau ses portes à cause d'une nouvelle vague du Covid. Du 15 avril au 7 juin 2021, le parc est contraint d'interrompre toutes ses activités. Ce qui devait être la plus grande ouverture de parc d'attractions de l'année devient alors l'un des lancements les plus malchanceux de l'histoire moderne des parcs à thème. Pourtant, malgré ce départ catastrophique, une chose saute immédiatement aux yeux des premiers visiteurs. Universal a réussi son pari. Dès l'entrée dans le land, les réactions sont unanimes, les visiteurs découvrent un univers qui semble directement sorti d'une console Nintendo. Chaque centimètre du décor semble avoir été pensé pour reproduire l'ambiance du jeu vidéo.
Les pièces tournent au-dessus des allées, les blocs points d'interrogation s'animent dans tous les sens. La plupart des visiteurs saluent immédiatement l'immersion exceptionnelle du land. Beaucoup parlent même de l'un des environnements les plus détaillés jamais créés dans un parc d'attractions. Mais rapidement, quelques critiques apparaissent également. Certains trouvent la zone trop petite, d'autres regrettent le faible nombre d'attractions ou encore le prix des Power Bands, quasiment indispensable pour profiter pleinement de toutes les activités interactives. Mais une attraction en particulier va cristalliser tous les débats, Mario Kart Bowser Challenge. Située à l'intérieur du château de Bowser, cette attraction représente à elle seule 6 années de développement. Universal choisit une approche particulièrement ambitieuse en mélangeant décors physiques, animatronics et réalité augmentée. Chaque visiteur reçoit une casquette Mario équipée d'une visière spéciale qui lui permet de voir apparaître des éléments virtuels directement dans le décor. Pendant le parcours, il faut tourner son volant, viser les ennemis et lancer des carapaces afin de battre l'équipe de Bowser. Une véritable tentative de transformer un jeu vidéo en attraction. Pour certains visiteurs, le résultat est révolutionnaire, mais pour d'autres, le constat est plus mitigé. Beaucoup s'attendaient à vivre une course effrénée inspirée de Mario Kart, et se retrouvent finalement dans une attraction beaucoup plus familiale. Et encore aujourd'hui, Mario Kart reste probablement l'attraction la plus débattue de tout Super Nintendo World. À côté de cette attraction phare, se trouve Yoshi Adventure. Une expérience beaucoup plus calme où les visiteurs embarquent à bord de différents Yoshi colorés, afin de partir à la recherche d'œufs cachés dans le royaume champignon. Si l'attraction est principalement destinée aux familles, elle offre également l'une des meilleures vues sur l'ensemble du land, et permet d'apprécier pleinement son architecture à plusieurs niveaux. Mais l'immersion ne s'arrête pas aux attractions. Chez Nintendo, même la nourriture participe à l'expérience. Au Kinopio Café, les visiteurs mangent au milieu des Toads, qui sont derrière des fenêtres virtuelles. Les burgers prennent la forme des célèbres blocs points d'interrogation, et certains desserts ressemblent directement à des objets sortis des jeux vidéo. Quant aux boutiques, elles prolongent l'aventure avec des centaines de produits exclusifs que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Plus qu'un simple land, Universal est finalement parvenu à créer quelque chose d'assez inédit, un véritable jeu vidéo à taille réelle. Avec ce succès fou, Nintendo et Universal ne comptent pas s'arrêter là. Dès l'ouverture du land, les équipes travaillent déjà sur une extension majeure destinée à agrandir le royaume champignon. En décembre 2024, les visiteurs japonais découvrent enfin Donkey Kong Country. Fini les collines colorées et les tuyaux verts, ici place à une jungle dense, des temples anciens et une ambiance beaucoup plus sauvage, inspirée directement des jeux Donkey Kong. L'attraction principale, Minecart Madness, devient immédiatement la nouvelle star du land. Inspirée des célèbres niveaux de wagonnets des jeux vidéo, cette montagne russe utilise une technologie brevetée par Universal, permettant de créer une illusion particulièrement spectaculaire. À plusieurs reprises, le rail semble complètement détruit et le wagon paraît sauter au-dessus du vide, avant de retomber miraculeusement sur sa trajectoire. Une prouesse technique qui reproduit fidèlement les sensations de jeux vidéo et qui confirme une nouvelle fois la volonté d'Universal de ne pas simplement adapter Nintendo, mais de donner vie à ses mécaniques de gameplay. Avec cette nouvelle extension, Super Nintendo World n'est plus seulement un hommage à Mario, il devient progressivement une véritable porte d'entrée vers l'ensemble de l'univers. Malgré un lancement compliqué à cause de la pandémie, le succès de Super Nintendo World ne fait rapidement plus aucun doute. Universal tient enfin sa nouvelle licence phare, une licence capable d'attirer les foules, de vendre des produits dérivés par milliers, et surtout de rivaliser avec les grandes créations de Disney. Comme quelques années auparavant avec Harry Potter, Universal décide alors de reproduire sa formule à travers le monde. La première étape arrive en février 2023 avec l'ouverture de Super Nintendo World à Universal Studios Hollywood en Californie. Mais malheureusement, il y a encore un problème de place, beaucoup plus important que le Japon. Coincé entre les collines d'Hollywood et les infrastructures existantes du parc, Universal est obligé de construire une version beaucoup plus compacte du land. Exit donc Yoshi Adventure et l'architecture à plusieurs niveaux. Malgré cela, c'est encore une fois un succès, un énorme succès, et les visiteurs se ruent pour découvrir le royaume champignon. Mais rappelez-vous qu'à la base, Universal avait pensé à ce land afin de concurrencer Disney World. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du pays, depuis plusieurs années déjà un projet titanesque se prépare en Floride. Un nouveau parc, Epic Universe. Un parc qui regroupe plusieurs univers et qui ouvre finalement ses portes en 2025. Super Nintendo World fait naturellement partie des univers sélectionnés. Le complexe intègre directement Donkey Kong Country dès son ouverture, offrant aux visiteurs la version la plus complète du projet jamais réalisé. Pour beaucoup de fans, il s'agit aujourd'hui de la référence mondiale, dépassant même celle du Japon. Et Universal n'a pas fini d'intégrer Super Nintendo World dans le monde. Un nouveau land à Singapour est en projet afin de remplacer l'ancienne zone Madagascar. Malheureusement, le projet a pris du retard au fil des années, mais il reste toujours prévu dans les plans du groupe. Une nouvelle preuve que Nintendo est désormais devenue l'une des licences les plus importantes du portefeuille d'Universal. Mais au fond, Mario n'a peut-être jamais été l'objectif final.
Car lorsque Nintendo et Universal signent leur accord historique en 2015, il ne concerne pas uniquement le célèbre plombier moustachu. L'accord englobe l'ensemble des licences de Nintendo, la première qui revient constamment dans les rumeurs, Pokémon. En octobre 2021, la Pokémon Company signe un partenariat à long terme avec Universal Studios Japan. Pourtant, l'histoire entre Pokémon et les parcs d'attractions ne date pas d'hier. Entre 2005 et 2006, la licence avait déjà tenté l'aventure avec le Poképark, un parc itinérant qui avait voyagé entre le Japon et Taïwan avant de disparaître, mais aujourd'hui les ambitions sont tout autres. Ok, alors en plein montage et en pleine recherche, j'ai vu que Poképark était revenu le 5 février 2026. Je ne savais pas du tout. C'est un tout nouveau parc pas loin de Tokyo, un parc qui s'étend dans une immense forêt avec plus de 600 Pokémon grandeur nature, mais bon, je vais pas en dire plus parce que ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, qui sait. D'ailleurs, c'est la toute première fois que je le demande, mais si tu aimes mon contenu et que tu souhaites me soutenir, je t'invite à liker la vidéo et à commenter, et à t'abonner si tu le souhaites. Je te remercie. Après plusieurs collaborations dans les parades, les spectacles, les boutiques et les restaurants d'Universal Studios au Japon, un immense chantier est actuellement en préparation pour remplacer l'attraction historique Spider-Man. Même si Universal, comme à son habitude, reste très discret, de nombreuses sources de l'industrie évoquent déjà l'arrivée d'une attraction majeure sur Pokémon. Tandis que les rumeurs d'un véritable land dédié aux monstres de poche deviennent de plus en plus insistantes. Et puis il y a l'autre rêve des fans, celui dont le nom revient dans chaque discussion depuis des années, Zelda. Alors, encore une fois, officiellement rien n'a été annoncé, mais les rumeurs persistent, encore et encore. Selon plusieurs observateurs de l'industrie, Universal étudierait sérieusement l'arrivée de l'univers de The Legend of Zelda dans ses parcs américains. Après tout, si Universal a réussi à donner vie au royaume des champignons, pourquoi pas ne pas recréer Hyrule? Pendant plus de 30 ans, Nintendo avait refusé les parcs d'attractions. Aujourd'hui, Mario possède son propre royaume, Donkey Kong sa propre jungle. Et demain, peut-être que Pokémon ou Zelda rejoindront eux aussi l'aventure. Comme quoi, parfois les plus grandes révolutions naissent simplement d'une promesse que l'on finit par briser. Bienvenue à Super Nintendo World.